Bonsoir à tous. Je suis Léonore Liotier, doctorante à l'université Paul Valéry et je travaille actuellement dans le cadre de ma thèse sur les relations entre les sociétés, le bois et les forêts dans le midi de la France durant la protohistoire, c'est-à-dire durant les 2 derniers millénaires avant notre ère. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Fabrice Mouton ce soir pour la séance de l'Agora des Savoirs. Donc, je vais le présenter en quelques mots avant de lui laisser la parole. Donc, Fabrice Mouton est maître de conférences en histoire du Moyen-Âge à l'Université de Savoie. Il est membre du laboratoire Langage, Littérature, Société, Études transfrontalières et internationales dans lequel il travaille et coordonne les travaux d'une des équipes de recherche sur les territoires, les populations et les dynamiques transalpins et internationaux. Surtout, et c'est ce qui nous intéresse dans ce cycle consacré à l'homme et la nature, Fabrice Mouton a engagé la majeure partie de ses recherches dans l'étude du monde paysan médiéval à travers les sources écrites et en étroite collaboration avec les archéologues, paléo-environnementalistes et autres scientifiques. Son exploration de ce sujet l'a plus particulièrement mené à aborder les relations entre l'homme et son environnement à travers les siècles qui composent le Moyen-Âge pour en cerner les mécanismes, les moteurs et différents tournants, tant d'un point de vue des conceptions spirituelles et religieuses que dans les pratiques. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages qui font justement passerelle entre ces différents éclairages qui permettent d'aborder l'histoire de l'homme et de son environnement dans sa globalité. En effet, que ce soit dans ses ouvrages précédents ou Le sourire de Prométhée, l'homme et la nature au Moyen-Âge, qui fait l'objet de la conférence de ce soir, c'est bien l'habileté de Fabrice Mouton à contextualiser le sujet qui nous permet d'en saisir les tenants et aboutissants. Donc pour cela, il dépasse les aspects strictement naturels de cet environnement en l'abordant de façon transversale grâce à une grande variété des sources d'informations prises en compte, historiques, archéologiques et paléo-environnementales, retraçant ainsi l'évolution de la société médiévale sous le prisme des dynamiques environnementales et économiques. Comme vous le verrez, ces recherches, loin de l'isoler des questionnements éthiques, philosophiques, environnementaux et sociétaux actuels liés au changement climatique, à la gestion des ressources et aux enjeux économiques qu'ils suscitent, ils lui permettent au contraire de poser un regard éclairé et holistique sur ces derniers en intégrant une profondeur historique et même préhistorique sur les relations que l'homme entretient avec son milieu. Je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Je souhaite moi aussi une bonne soirée, du moins j'espère, et puis je vous remercie de m'accueillir ici à Montpellier. Et donc je vais essayer de parler donc des relations entre l'homme et la nature au Moyen-Âge. Alors, a priori, finalement, le Moyen-Âge peut nous paraître bien loin des préoccupations écologiques actuelles sur l'exploitation excessive de la planète par les sociétés humaines. Le Moyen-Âge, on pense plutôt à un monde sous-peuplé, sous-développé, où la nature est reine, où l'homme compte bien peu. Alors, est-ce que c'est si sûr? Alors je partirai de l'année 1967, qui n'était pas au Moyen Âge. 1967, on est au moment où émergent les premières inquiétudes écologiques. On est à l'époque des hippies, et donc c'est l'année où un historien médiéviste américain, Lynn White, publie dans la revue Science un article intitulé The Historical Roots of the Ecological Crisis. Voilà, un extrait. Donc pour White, c'est le christianisme médiéval qui serait à l'origine de la rupture entre l'homme occidental et la nature. Cette rupture, toujours selon le même auteur, aurait d'une part aurait consisté à placer l'homme au centre de la création et ouvert la porte à une exploitation utilitariste de la nature. Il y aurait eu, par le biais du christianisme médiéval, une désacralisation de la nature qui aurait permis son exploitation d'une part, mais qui aurait aussi permis son étude scientifique et plus tard, c'est-à-dire au XVIIe siècle,
l'avènement de la science moderne. Alors, plus proche de nous, en 2005, un autre Américain, le paléoclimatologue William Rudiman, publie un ouvrage traduit en 2009 en France sous le titre « La charrue, la peste et le climat ». Dans cet ouvrage, Rudiman pose une hypothèse, qu'on appelle justement l'hypothèse Rudiman, que l'influence de l'homme sur le climat date non pas de la révolution industrielle du 19e siècle, hein, c'est la thèse de l'Anthropocène, hein, donc l'homme commence à être un agent géologique à partir de la révolution industrielle, hein, d'où le terme d'Anthropocène qui est dû au prix Nobel de chimie Paul Crutzen. Hein. Bien pour Rudiman, non, c'est à partir du néolithique hein, que l'homme modifie le climat. Néolithique, c'est-à-dire le moment où les premières populations d'agriculteurs commencent à s'en prendre aux forêts en abattant les arbres et en les brûlant pour étendre leur culture, hein, contribuant ainsi à rejeter davantage de CO2 dans l'atmosphère. Rudiman va même plus loin. Pour lui, les grands défrichements médiévaux des 11e, 12e, 13e siècles, dont on reparlera, qui ont pour cadre l'Europe, mais aussi la Chine, par exemple, ont contribué, après ceux du néolithique et de l'âge du bronze, à empêcher un refroidissement climatique, voire une glaciation, rien de moins. À plus court terme, ces défrichements médiévaux auraient amplifié le réchauffement d'origine naturelle, une phase connue sous le nom de optimum médiéval et qui couvre les 9e, 10e, 11e, 12e et 13e siècles. Hein. Donc une phase, finalement, une phase climatique chaude d'origine naturelle, mais amplifiée par l'action des défrichements. À l'inverse, le petit âge glaciaire, donc une période climatique plus froide, qui va environ du début du XIVe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, et auquel succède le réchauffement que l'on connaît, aurait été renforcé par l'effondrement démographique et le recul des cultures et l'avancée de la forêt causée par les grandes épidémies de peste de la fin du Moyen-Âge. L'hypothèse Rudiman est discutée et testée par les scientifiques. Quant à celle de Lynn White, elle a été également discutée et nuancée par les historiens de ces dernières décennies. Ce qui est certain, c'est que, comme toutes les sociétés humaines, celle du Moyen-Âge n'a pu se développer qu'en transformant la nature sur une grande échelle. Hein, et ce faisant, elle a aussi transformé sa propre vision de la nature. Hein, donc, c'est ce que je vais développer. Alors, a priori, les gens du Moyen-Âge subissent la nature plus qu'ils ne la dominent. Hein, le Moyen-Âge, c'est une faible espérance de vie, un fort taux de mortalité, au moins 4 fois plus important que celui qu'on connaît, spécialement de mortalité infantile, hein, 250 à 400 pour 1000. Il y a moins d'un enfant qui atteint l'âge adulte. Hein. Cette population n'a aucune défense contre les maladies, ni même conscience de l'existence des bactéries et des virus. Hein. Voilà. Elle n'a aucune défense non plus contre les catastrophes naturelles, les crues notamment qui emportent les terres, les hommes et leur bétail, ni contre les aléas climatiques qui peuvent détruire les récoltes. Hein. En 1315-1316, alors que débute une phase climatique plus froide, donc c'est l'entrée dans le petit âge glaciaire, et pluvieuse, 2 années consécutives de printemps et d'été pourris détruisent les récoltes de l'Europe du Nord-Ouest et entraînant une des plus épouvantables famines hein, que cette partie du monde est connue. Alors, par bien des aspects, le Moyen-Âge est un monde qu'on peut qualifier de malthusien, hein, du nom de Thomas Robert Malthus, hein, donc ce pasteur qui vivait en Angleterre à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles et qui a été un des inventeurs de la démographie moderne. Hein. Et donc, c'est dans son ouvrage fondateur qui s'appelle Essai sur le principe de population, qui est publié en 1798, qu'il formule la loi qu'on relie à son nom. Hein. En gros, ce que dit Malthus, qui parle pour les périodes antérieures au XIXe siècle, évidemment, c'est que les populations humaines connaissent des cycles démographiques qui sont gouvernés par la relation entre le nombre et l'état des ressources alimentaires, exactement comme les populations animales, finalement. Donc, en l'absence de révolution technique, finalement, les ressources alimentaires
augmente au rythme de l'ajout de nouvelles surfaces de culture. C'est-à-dire que pour produire plus de nourriture, il faut créer des champs, des jardins. En gros, si on veut 2 fois plus de nourriture, il faut 2 fois plus de champs et 2 fois plus de jardins. Donc les ressources alimentaires croissent, dit Malthus, qui a des notions de mathématiques, selon une progression arithmétique. Et tant que ces ressources croissent, eh bien la population augmente, seulement la population, elle se multiplie. Elle augmente selon une progression géométrique. Autrement dit, pour Malthus, eh bien, la population augmente toujours plus vite que la nourriture et plus généralement les ressources disponibles. Alors effectivement, dans les sociétés anciennes, l'agriculture souffre toujours de rendements médiocres, et pour nourrir plus de monde, il faut toujours mettre plus de terrain en culture, parce qu'on ne sait pas accroître les rendements. Alors on crée des champs en remplaçant les arbres par des terres cultivables, tant qu'il y en a, mais cette expansion de l'agriculture, elle n'aboutit pas à accroître le niveau de vie des masses, mais seulement à accroître leur nombre. Au fond, au fur et à mesure que l'on défriche, les fermiers ne sont pas plus riches, il y a plus de fermes. C'est tout. Donc dans les sociétés anciennes, la croissance, elle est, comme on dit, extensive, et ce que peut espérer de mieux le gros de la population, c'est de manger, en gros, à sa faim, et c'est bien ce qui s'est passé pendant la période de la grande croissance médiévale des 11e, 12e, 13e siècle, où en gros on n'a pas de grosses familles. Donc le développement économique dans ces sociétés anciennes, en fait, il profite essentiellement aux élites, qui prélèvent finalement une partie des récoltes, les élites aristocratiques et cléricales, et à la rigueur à la classe marchande, mais guère au fond à la masse de la population, notamment aux paysans. Et il en a été ainsi dans toutes les sociétés industrielles. Voilà, en gros la loi de Malthus, qui explique que tant qu'il y a des ressources disponibles, notamment en terre, finalement la population augmente parce qu'on étend les cultures et qu'il y a plus à manger, donc on peut nourrir plus de monde. Et puis il arrive à un moment où finalement ces ressources manquent, il n'y a plus de terre disponible, et à ce moment-là la population arrive à un seuil qui va faire que même si elle continue à augmenter, elle va se nourrir de plus en plus mal, et puis au bout d'un moment, il y aura une catastrophe, famine, etc. Et la population va chuter jusqu'à un niveau où, à nouveau, il y aura des terres disponibles, et la population pourra recommencer à croître. C'est ça la loi de Malthus, au fond. Alors le Moyen-Âge, a priori, serait un monde malthusien, comme finalement toutes les sociétés avant le 19e siècle, avant la révolution industrielle et scientifique. Voilà. Alors, il faut nuancer en fait cette. Voilà, donc ça c'est quelques illustrations. On a assez peu d'illustrations sur les catastrophes. Voilà, ça c'est les rares illustrations médiévales que l'on a sur des inondations. Donc submersion marine de la Sainte-Élisabeth, là on est en Hollande quand les digues craquent, quand la mer submerge les digues et que les campagnes sont envahies. Là c'est la même chose, mais là c'est une illustration du déluge. Voilà, mais l'auteur s'est inspiré finalement de situations contemporaines. Alors il faut nuancer tout de même finalement cette vision, cette loi de Malthus appliquée au Moyen-Âge. Elle est pas fausse, mais elle est peut-être excessive, quelque peu misérabiliste. Voilà, selon encore les illustrations, donc les rigueurs de l'hiver. Et puis là, on y reviendra, le passage d'une comète, comme
comme présage. Hein, le passage d'une comète au Moyen-Âge est souvent le présage d'une catastrophe à venir, hein, voilà, soit pour des raisons surnaturelles, soit pas forcément. Hein. Par exemple, l'explication scientifique entre guillemets de la grande peste de 1347-1350, au dire de gens sérieux, de médecins, c'est un empoisonnement de l'air, hein, à la suite du passage d'une comète et d'un alignement de planètes. Hein, voilà. Alors voilà donc des hommes qui sont impuissants finalement face au diktat de la nature. Pas tout à fait quand même. Hein, les hommes se battent, hein, contre les crues des rivières et la remontée de la mer. On les voit ériger des digues et creuser des canaux. D'une façon générale, les hommes des sociétés anciennes n'avaient pas les moyens de ceux d'aujourd'hui, mais avec le temps, hein, ils ont quand même réussi à opérer une transformation complète des milieux dans lequel finalement ils s'étaient installés, hein, guidés au fond par quelque chose qui est universel, c'est-à-dire la volonté de s'assurer un minimum de sécurité alimentaire. Alors les études des archéologues et des scientifiques spécialistes des environnements anciens, hein, les paléo-environnementalistes, notamment par exemple l'analyse des pollens fossiles qu'on trouve dans les tourbières ou dans la vase des lacs, montrent que au fond l'Europe ne compte guère plus de milieux naturels depuis au moins l'âge du bronze, hein, voilà, c'est-à-dire depuis au moins 1000 avant Jésus-Christ. Hein, voilà, hein, à part peut-être en très haute montagne, dès 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moins 1500 ans avant le début du Moyen-Âge, la nature européenne a été complètement transformée et modelée par l'homme. Alors dans cette longue histoire de la transformation de la nature par les hommes, hein, dans lequel ils cèdent finalement des moyens qui sont, qu'ils ont, c'est-à-dire le nombre et la technologie, hein, si primaire qu'elle puisse être, eh bien le Moyen-Âge tient une place très importante. Hein. Dès les années 700, hein, débute ou reprend un long processus d'anthropisation, c'est-à-dire d'aménagement finalement des campagnes européennes qui s'accélère après l'an 1000. On défriche, on assèche les marais, on bonifie les fonds de vallée pour étendre les cultures, on aménage les cours d'eau pour y installer des dizaines de milliers de moulins, pour y installer des pêcheries, des étangs à poissons. On assiste à une artificialisation progressive des côtes atlantiques, hein, en Vendée, dans le sud de la Bretagne, en Aunis, pour y créer par exemple des marais salants. Hein, la mer du Nord se voit petit à petit poldérisée, hein, digues, canaux, hein, depuis la Flandre jusqu'au Danemark, à partir du XIe siècle. Ça commence au XIe siècle, ça se finit au XXe. Hein, on implante des fonderies, des forges, des verreries, des tuileries, des briqueteries et des poteries en bordure des forêts. On ouvre des mines et des carrières, et puis on construit des milliers de villages nouveaux, des centaines de villes nouvelles. Hein, pas oublier que la plus grande partie de nos villages et de nos villes sont d'origine médiévale, hein, naissent au XIe, XIIe, XIIIe. Hein, voilà. Entre l'an 1000 et l'an 1300, la population de l'Europe triple. Hein, elle triple parce que l'agriculture est capable de nourrir 3 fois plus de monde. Eh oui, hein, sinon elle n'a pas triplé. Et ça, aux dépens du monde sauvage. Et parce que cette population triple, eh bien, il faut toujours plus de ressources naturelles en nourriture, en eau, en matières premières, en combustible pour satisfaire ses besoins. Hein. Donc tout ça se fait par exemple aux dépens des forêts. Hein. Il faut abattre les forêts pour étendre les cultures, et puis il faut du bois. Hein. Le bois, c'est la matière première la plus importante, c'est quasiment le seul combustible. Hein, voilà. Alors on a pu estimer que vers 1300, la superficie des espaces boisés en France aurait avoisiné les 13 millions d'hectares, hein, contre 30 millions vers l'an 800.
donc 5 siècles plus tôt, et environ 17 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que vers 1300, il y a moins de forêts en France qu'il y en a aujourd'hui. Alors cette expansion, cette transformation des milieux, elle est d'abord liée au nombre et aussi au développement d'une société de plus en plus complexe. Le Moyen-Âge central, c'est pas seulement une société plus nombreuse, c'est aussi une société plus développée. Or, cette société plus développée, eh bien, elle a des besoins en ressources de plus en plus importants, des besoins en bois, en minerais, en nourriture, évidemment, etc. Alors certes, cette grande croissance du Moyen-Âge, qui commence à peu près à l'époque de Charlemagne, qui un petit peu avant, qui s'amplifie après l'an 1000, qui culmine et qui plafonne vers 1300, elle ne dure pas. Entre 1350 et 1420, les épidémies réduisent la population européenne de moitié. La première épidémie de peste, la peste noire, tue environ un tiers des Européens, voire plus. Et ensuite, une succession d'autres épidémies ramène donc la population vers 1420, à peu près la moitié de ce qu'elle est vers 1330. Dans le même temps, les guerres font exploser l'insécurité, un climat devenu plus frais. Toujours ce petit âge glaciaire entraîne la multiplication des crues. Les hommes doivent alors, durant ce siècle, 1350-1450, abandonner une partie de leur conquête. Des champs et des villages entiers sont abandonnés, les bois avancent aux dépens des cultures, les eaux font irruption dans les terres après avoir crevé les digues moins bien entretenues, parce qu'il y a moins de monde. Bref, la nature reprend ses droits pendant un moment. Mais dès que la population recommence à augmenter, parce que les pestes tuent moins de monde et que la sécurité revient, il y a moins de guerres après 1450, eh bien les terres abandonnées sont vite reprises. On est alors à la Renaissance, et les Européens se préparent à transformer également le Nouveau Monde, comme ils l'ont fait pour l'Ancien. Alors, on va donc quelques illustrations donc de mise en culture, de travaux des champs. On aime beaucoup les calendriers agricoles au Moyen-Âge, qui représentent les activités phares de chaque mois. Et puis donc les paysages humanisés. Voilà, le Moyen-Âge a son apogée, ce sont des campagnes humanisées. Il faut s'imaginer, en gros, dans les campagnes médiévales vers 1300, il y a autant de monde qu'aujourd'hui, et il y a nettement moins de bois. Voilà. Alors cette transformation de la nature qui a eu lieu et qui a donné au fond les paysages qu'on connaît encore grosso modo aujourd'hui, qui sont nés au Moyen-Âge, eh bien les gens du Moyen-Âge, ils ont conscience. Les intellectuels théorisent cette transformation de la nature, du moins au milieu du XIIe siècle. Et on va voir que pour eux, raser une forêt pour la transformer en champ, ça pose aucun problème de conscience. Car, en gros, on arrive à un consensus, les théologiens arrivent à un consensus qui veut qu'en transformant la nature, au fond, l'homme ne détruit pas, il poursuit l'œuvre de Dieu. Il poursuit l'œuvre de création de Dieu en se faisant son jardinier, au fond. En transformant la nature, en transformant une forêt sauvage en campagne soignée, l'homme rend la nature plus belle. En règle générale, l'homme du Moyen-Âge n'éprouve guère de fascination pour la nature sauvage, ce que les anglo-saxons appellent la wilderness. Cette nature-là, elle l'inquiète plutôt. Il lui préfère de loin la nature humanisée, ce qu'on appellerait, nous, aujourd'hui, la campagne. Et d'ailleurs, le terme de campagne, c'est un mot, c'est une invention médiévale. Campagne, champagne, champaigne, voilà, c'est la bonne nature. Alors,
j'ai placé mon ouvrage sous le signe de Prométhée. Alors, Prométhée, c'est pas un mythe médiéval, c'est un mythe grec. Il raconte l'histoire de ce titan qui a défié les dieux en leur volant la technologie, notamment celle du feu, pour la remettre aux hommes. Et il sera cruellement puni pour ça. Il sera enchaîné sur une montagne et condamné à voir son foie éternellement dévoré par un aigle. Voilà. Alors le mythe de Prométhée, il est connu des intellectuels du Moyen-Âge, qui le citent relativement peu, parce que le personnage de Prométhée, pour les chrétiens, il est un peu ambigu, il ressemble un peu au Christ. Voilà. Alors, si on peut considérer que le Moyen-Âge est prométhéen, il l'est au sens moderne du terme. Il est prométhéen parce que le Moyen-Âge a le goût des grandes entreprises. Il a la foi dans la grandeur et la légitimité des efforts humains. À partir des 12e, 13e siècle, les théologiens célèbrent en fait cette œuvre humaine. La différence avec les Grecs, c'est que pour les Grecs, c'est l'injustice des dieux envers les hommes qui avait motivé Prométhée. On sait que les dieux grecs sont capricieux, injustes, etc. L'homme du Moyen-Âge, lui, il pense au contraire que dans sa transformation de la nature, Dieu est à ses côtés. Et que c'est bien la volonté de Dieu qu'il accomplit en poursuivant son œuvre. Donc, aucune mauvaise conscience, je l'ai dit. Alors, c'est là où on trouve Lynn White, notre médiéviste américain, qui insiste sur le fait que le christianisme médiéval aurait insisté sur la place centrale de l'homme dans la création. Cette place héritée de la tradition biblique, qui fait de l'homme une créature à part, créée à l'image de Dieu. C'est le fameux passage de la Genèse qui dit que l'homme domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail sur toute la terre et les reptiles qui rentrent sur la terre. Pour White, finalement, cette tradition biblique réactivée par la bonne conscience des théologiens médiévaux, finalement, aurait conduit à déculpabiliser, en quelque sorte, la transformation et l'exploitation de la nature. La nature est mise à la disposition de l'homme par Dieu, au fond. Alors là encore, il faut se garder de simplifier en extrapolant un seul passage de la Bible. D'abord parce que le christianisme médiéval a connu plus d'une conception de l'homme, de la place de l'homme dans la nature. Il n'y a pas que cela, il n'y a pas que la conception prométhéenne. Ensuite, le christianisme lui-même, et surtout celui des théologiens de haute volée, n'a jamais recouvert toutes les représentations de la nature vécues par les populations médiévales. Ce que racontent les théologiens du Moyen-Âge dans leurs écoles ou leurs universités, ça passe très au-dessus du paysan médiéval moyen. Il faut compter avec ce qu'on appelle les croyances populaires, que d'ailleurs on appelle populaires, mais que les élites partagent en partie. Voilà, par exemple, la croyance en l'existence de créatures telles que les fées, les hommes sauvages, ou bien les dragons ou autres bêtes monstrueuses, dont les anthropologues ont montré qu'il s'agissait en fait de personnalisation des forces de la nature. Toutes ces créatures-là, en fait, elles personnalisent les forces de la nature. Donc, ce sont des créatures que l'on retrouve, par exemple, dans très nombreux romans de chevalerie, des romans arthuriens. Voilà. Alors, ces créatures, elles sont bienveillantes ou malveillantes. Ça dépend. Et les hommes doivent tantôt les affronter, tantôt se les concilier au moyen de rituels. Qui sont d'ailleurs réprouvés par l'Église, mais qui se perpétuent de siècle en siècle. En fait, c'est la
continuation de ce qu'on trouve dans toutes les vieilles civilisations agraires, c'est-à-dire l'homme sait que il a affaire à des forces naturelles contre lesquelles ce n'est pas qu'il se sent impuissant, mais il sait qu'il doit composer avec. Voilà. Et cette pensée-là, elle subsiste au Moyen-Âge. Alors pour ce qui est du christianisme, il a connu plusieurs étapes sur cette question. Durant le Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire en gros avant Charlemagne, avant 800, voilà. Les théologiens, les pères de l'Église, voient plutôt dans la nature sauvage un univers hostile, peuplé de démons et de monstres, qui sont en fait les avatars des divinités de l'Antiquité, des dieux païens. On ne croit plus aux dieux païens, il ne faut plus y croire, mais on les transforme en démons finalement, qui hantent la nature sauvage. Ces forces de la nature hostiles, les seuls qui sont capables de les affronter, ce sont les saints dont parlent les récits hagiographiques. Alors on insiste beaucoup au Moyen-Âge sur l'hostilité de la nature envers l'homme, et cette hostilité, c'est la sanction de la faute d'Adam et Ève. Au départ, on avait une nature bienveillante à l'époque du Jardin d'Éden, et après ce qu'on appelle la chute, la terre, la nature est devenue ingrate, dure à l'homme. C'est une réalité, c'est un peu de sa faute. À cette époque-là, les phénomènes naturels tels que orages, tempêtes, tremblements de terre sont considérés comme imprévisibles et à la discrétion de Dieu. C'est souvent Dieu qui se manifeste comme les anciens dieux païens. Ils peuvent être parfois provoqués par des démons ou encore par des sorciers. Au 5e, 6e siècle, après la fin de l'Empire romain, la population avait beaucoup décru. Il y avait eu des épidémies. On passe aussi par une phase climatique plus froide. Et les friches, les marais, les bois avaient avancé face aux cultures. Les villes avaient décliné. Donc on est dans une époque où du côté des populations, comme du côté des penseurs chrétiens, il n'y a aucun triomphalisme. Le monde sauvage reste inquiétant et seuls les saints peuvent l'affronter avec succès. Alors petit à petit, cette vision sombre va se modifier à partir du 8e, 9e siècle, puis surtout après l'an 1000. Justement à cette époque où de meilleures conditions démographiques, une forte croissance démographique, quelques progrès techniques permettent aux hommes d'étendre à nouveau leur domaine. C'est ce dont on a parlé précédemment. C'est l'époque où dans les vies de saints, dans les hagiographies, on voit des saints qui chassent les monstres et les démons et les dragons de la forêt et ouvrent ces espaces à la colonisation humaine. À cette époque, Dieu semble bien être du côté des hommes et leur permettre de maîtriser la nature sauvage. Alors c'est dans ce contexte plus optimiste qu'intervient la renaissance intellectuelle des XIIe et XIIIe siècles. Alors cette renaissance qui aboutit notamment à la création des universités, elle est influencée notamment par la redécouverte de nombreuses œuvres de savants de l'Antiquité qui avaient disparu dans le grand naufrage de l'Empire romain et qu'on avait retrouvées notamment en Espagne dans les bibliothèques des lettrés arabes. Et donc, cette redécouverte finalement des œuvres des grands savants de l'Antiquité a des conséquences très importantes. On redécouvre par exemple Aristote. On lui emprunte sa logique, sa façon d'argumenter. Et de fait, chez les penseurs chrétiens, la rationalité progresse. On se veut, quand on est un intellectuel, au XIIe, XIIIe siècle, qu'on soit un théologien ou un maître en arts libéraux, on se veut avant tout rationnel. Voilà. On lit, on redécouvre
comment on lit devant les étudiants les traités des savants grecs ou romains sur les sciences naturelles, sur l'astronomie, sur la géographie. Et ces traités donnent des causes, ou proposent des causes naturelles au phénomène. Ces théories sont étudiées dans les écoles, et on voit émerger un nouveau regard sur la nature qu'on peut qualifier de pré-scientifique. Et finalement ça, donc, au XIIe, XIIIe siècle. Alors c'est l'époque, effectivement, où, comme l'a noté Lynn White, on peut commencer à parler de désacralisation de la nature. Pour les théologiens de cette époque, Dieu a créé le monde, on ne revient pas là-dessus, mais il lui a donné aussi des lois, ce qu'ils appellent les lois naturelles, et une fois qu'il a créé ces lois, eh bien, il intervient peu. Il a créé la nature, au fond, Dieu, mais il la laisse fonctionner suivant les lois qu'il a créées. Par exemple, après le XIIe siècle, ça devient de plus en plus compliqué d'homologuer un miracle. Durant le Haut-Moyen-Âge, il y a des miracles partout. Il suffit que la population crie au miracle, et puis l'Église entérine. Après, c'est beaucoup plus compliqué parce que les gens d'Église se veulent rationnels, et donc il faut une enquête. Voilà. Donc il y a un recul, finalement, de la croyance, en quelque sorte, dans le surnaturel. On a par exemple un théologien comme Guillaume de Conches, qui vivait au XIIe siècle et qui dit dans un de ses traités, bien sûr que Dieu peut transformer un arbre en vache, mais est-ce qu'il l'a jamais fait? Voilà, l'idée, évidemment que Dieu il veut tout faire, mais non, il a créé un monde logique, rationnel, et il le laisse fonctionner. Voilà. On est sur le début de la pente qui mènera finalement au XVIIe siècle, ou au XVIIe siècle, qui envisagera le monde comme une sorte d'horloge bien réglée, et les animaux comme des machines vivantes, ou au XVIIIe siècle où Voltaire expliquait qu'il voyait Dieu comme un grand horloger, voilà, qui remonte parfois le mécanisme quand il en a besoin, mais qui n'y touche pas. Voilà. Avec ces réflexions, la nature se sépare donc de Dieu, son créateur. Elle obéit à des lois créées par Dieu, mais que les hommes peuvent étudier et comprendre à l'aide de leur raison et de leurs observations, guidés qu'ils sont désormais par les pensées des philosophes de l'Antiquité. Et donc dans cette conception-là, finalement on peut retrouver la naissance du concept moderne de nature, qui domine la pensée occidentale encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tant que l'homme se sent finalement impuissant dans la nature, tant qu'il a l'impression qu'il en fait partie intégrante, le concept de nature n'existe pas. Finalement, dans les sociétés anciennes, grecques, romaines ou autres sociétés de par le monde, ou durant le Haut Moyen-Âge, il n'y a pas de mot pour dire la nature. C'est un concept qui n'existe pas, tout simplement. Il naît au XIIe siècle. À la fin du XIIe siècle, justement, Alain de Lille, un théologien et poète, écrit un ouvrage qui s'appelle Planctus Naturae, la plainte de la nature, ou la complainte de la nature, et il fait de la nature une allégorie. C'est Dame Nature, qui est... on va remettre là, voilà, qui est la gardienne des lois naturelles pour le compte de Dieu. Alors cette Dame Nature, on la retrouve dans un roman courtois très célèbre, qui est le roman de la Rose, qui a été écrit par Jean de Méhain, qui a été écrit par Guillaume de Loris et Jean de Méhain dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Alors le roman de la Rose, c'est quelque chose d'assez énorme. C'est à la fois un roman courtois, c'est une quête amoureuse, c'est un roman allégorique, parce que tous les personnages sont des qualités ou des défauts. Voilà, et le but c'est de franchir les obstacles à travers un jardin pour arriver à conquérir l'être aimé qui est la rose. Voilà. Et dans les personnages que le narrateur qui veut conquérir la rose rencontre, il y a nature. Voilà. Et le roman de la Rose, c'est aussi un traité de vulgarisation
scientifique, et Nature fait tout un discours au narrateur. Elle lui explique que Dieu m'a confié toutes les choses qui sont confiées dans la chaîne des éléments. Il m'a donné mission de perpétuer leur forme, de perpétuer la création. Voilà. Voilà, on est dans ce processus qui fait que il y a Dieu, il y a les hommes et il y a la nature. Ce sont trois choses différentes. Alors, comme je l'ai dit, cette conception de la nature de plus en plus rationnelle n'est pas la seule que développe le christianisme médiéval. Au XIIe siècle, par exemple, les moines chartreux et les cisterciens cherchent plutôt Dieu, eux, dans le contact direct avec la nature. Ils ne croient pas que l'homme peut comprendre les mystères de la nature avec sa seule raison. Bernard de Clairvaux, le grand abbé cistercien, écrit « Les forêts t'apprendront plus que les livres et les rochers t'enseigneront des choses que ne t'enseigneront pas les savants. » Au début du XIIIe siècle, on a François d'Assise, le fondateur de l'ordre des frères mineurs, des franciscains, et selon la vie de saint François, écrite par un de ses disciples, Thomas de Celano, François prêchait aux oiseaux, aux champs de blé, aux pierres et aux bois. Il a écrit un cantique à Frère Soleil, il me semble que je l'ai mis. Non. Là. Il a écrit un cantique à Frère Soleil, à Sœur Lune, et les histoires, les Fioretti qui courent sur son compte le montrent faisant de la leçon à un loup. Toutes les créatures que François appelle ses frères et ses sœurs ont leur place dans le plan divin, et pas seulement celle de servir aux besoins de l'homme. Pour François, toutes les créatures sont à admirer, elles sont toutes les frères et les sœurs des hommes, et elles ne sont pas là uniquement pour servir ses besoins. Et pour François d'Assise, l'homme devrait pouvoir vivre en bonne intelligence avec les animaux, comme il le faisait avant d'être chassé du paradis terrestre. Alors cette vision franciscaine de la nature, qu'on pourrait qualifier de proto-écologique, elle reste quand même minoritaire. Très minoritaire même. Ce qui progresse à la fin du Moyen-Âge, avec des résistances évidemment, c'est la vision finalement rationnelle et utilitariste de la nature, celle par exemple d'animaux privés d'âme, de raison et de sentiments. Donc c'est cette vision qui va s'imposer, je l'ai dit, à l'époque moderne, c'est le monde mécaniste de Descartes, peuplé d'animaux-machines, dédués même dédués de sensibilité, quelque chose qui a dominé notre conception des choses jusqu'à une période assez récente et qu'on est en train aujourd'hui de remettre complètement en cause. Alors on l'a dit, l'Europe de 1300, on revient à cette Europe de 1300 qui a connu une longue période de croissance et de développement, un triplement de la population, etc., transformation des milieux naturels. Or, vers le milieu du XIIIe siècle, on en a un peu parlé, cette croissance s'essouffle. Pourquoi ? Eh bien, c'est vrai que vers 1300, l'agriculture médiévale peine à nourrir des bouches supplémentaires. Les défrichements arrivent à leur fin parce qu'on a défriché toutes les bonnes terres. Si on crée encore des champs, c'est sur des terres médiocres qui rendent mal. Alors on s'attaque au fond de vallée, on assèche les marais, on met en culture des landes de plus en plus médiocres. Mais les rendements céréaliers stagnent. Même si on fait des efforts d'intensification, c'est une époque où, contrairement à ce qu'on dit, il y a des innovations, mais elles se diffusent mal. Et puis la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle voient le retour des grandes famines qui avaient quasiment disparu depuis le milieu du XIe. Donc j'ai parlé de celle de 1315-1317. Dans de nombreuses régions, par le fait des défrichements et de la surexploitation, dès le milieu du XIIIe siècle, le bois commence à manquer. Le bois d'œuvre, les grosses poutres qui servent à la construction des grands bâtiments. Il y a une anecdote de l'abbé Sugère qui raconte au milieu du XIIe siècle les efforts qu'il a fait pour reconstruire la basilique de Saint-Denis. Il explique qu'il a eu le plus grand mal à trouver 12 grosses poutres
dans les forêts qui appartiennent à Saint-Denis. Il les a trouvés grâce à une sorte de miracle. Hein, Dieu lui a montré, mais quand il a expliqué à ses forestiers qu'il avait besoin de 12 grosses poutres, ils se sont moqués de lui parce qu'on ne trouve plus des poutres comme ça dans nos forêts. Elles ont été surexploitées. Hein, voilà. On manque aussi de bois de feu, de combustible. C'est particulièrement criant dans les pays les plus déboisés, comme l'Angleterre, par exemple. Hein. À Londres, à la fin du XIIIe siècle, les fagots de bois coûtent si cher que la population se chauffe désormais au charbon de terre, hein, qu'on fait venir du nord du pays. Hein. Alors on n'est pas content, ça fume, ça sent pas bon, hein, mais le bois coûte trop cher. Dans les rivières, les poissons se font de plus en plus rares et de plus en plus petits. C'est ce que montrent les archéologues. Hein, quand ils fouillent des dépôts d'ordures et qu'ils trouvent des arêtes de poissons, on constate qu'à partir du milieu du XIIIe siècle, ces poissons ils sont de plus en plus petits. Hein. Alors on multiplie les étangs et les viviers. On crée beaucoup d'étangs artificiels. Au Moyen-Âge, c'est l'époque où on aménage les Dombes, la Sologne, la Grande Brière. Le Moyen-Âge invente en quelque sorte la pisciculture en grand, hein, parce qu'on mange beaucoup de poissons, il y a le carême, hein, mais ça ne suffit pas. Hein, parce que, au bout d'un moment, on a créé tellement de viviers, d'étangs artificiels, etc., qu'on ne peut plus en créer plus. Hein, et comme la pêche en eau douce rend de moins en moins, hein, on trouve un problème. À la fin du Moyen-Âge, on répondra à ce défi en développant la pêche en mer. Hein. La pêche en mer, elle est très discrète. Jusqu'au XIe siècle, en Atlantique, on pêche très peu en mer. Hein. Elle se développe. Il y a une pêche de proximité qui se développe au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Et puis au XIVe, XVe siècle, on invente en quelque sorte la pêche industrielle. En mer du Nord et en Baltique, la pêche au hareng et à la morue, hein, dans des espèces de navires-usines où on vide le poisson et on le met dans des tonneaux remplis de sel pour que dès que le bateau rentre au port, on puisse le mettre dans des charrettes et l'expédier vers les villes. Hein, voilà. Mais c'est bien finalement le raréfaction des poissons dans les rivières qui pousse à trouver ces solutions alternatives. Hein. Alors, et puis on a aussi, on constate aussi dans les sources écrites la multiplication des conflits à propos de l'accès aux ressources naturelles, entre seigneurs et paysans, entre monastères et paysans, entre communautés paysannes entre elles. On se dispute de plus en plus en montagne, par exemple, pour le contrôle de telle forêt, le contrôle de tel alpage, le contrôle de tel cours d'eau. Hein. Donc, on a des querelles continuelles, émaillées de violences physiques, d'arbitrage, de procès, hein, qui sont sans arrêt recommencés. On voit bien qu'il y a des tensions sur les ressources naturelles qui deviennent des enjeux. Hein. Alors, pour certains auteurs, c'est bien l'équilibre entre les hommes et leur milieu qui est rompu dans les années 1300. Hein. On a même parlé de crise écologique, finalement, du Moyen-Âge. Hein. Les prélèvements seraient trop importants, les sols trop sollicités par l'agriculture, les pâturages se dégraderaient, trop de bétail, l'érosion s'accélérerait, la biodiversité même s'étiolerait, hein, sous les coups de la surpêche, de la surchasse, hein, de la dégradation des milieux. Finalement, l'Europe de 1300, ça serait une Europe qui ressemblerait un petit peu à l'île de Pâques, hein, une Europe menacée, hein, d'une crise écologique majeure, et selon ces auteurs, elle n'y aurait échappé que grâce aux épidémies de peste, au fond, hein, qui, en divisant la population par deux, auraient mis fin pour 2 bons siècles à ce déséquilibre hommes-ressources. Hein. Donc finalement, la nature médiévale aurait été sauvée par la peste. Alors cette interprétation, elle est loin de faire l'unanimité chez les historiens, les archéologues, les paléo-environnementalistes, parce que les preuves sont pas très nettes. Alors il y a des indices de dégradation des sols et d'accélération de l'érosion, mais il semble que ce soit davantage dû à l'entrée dans une période plus froide et plus pluvieuse qu'au
qu'aux excès finalement de la transformation de la nature. Le manque de bois, oui, il y a des raisons où on manque de bois, mais il y a d'autres où on y échappe. Et puis les hommes trouvent des solutions alternatives. On utilise le charbon de terre, on brûle la tourbe, on construit en pierre plutôt qu'en bois, et même les charpentiers mettent au point des techniques de construction plus économes en matière première. Et puis surtout, les hommes commencent à prendre des mesures de protection finalement de l'environnement. On protège les bois. À partir du XIIIe siècle, parfois avant, on met des gardes forestiers dans les forêts. Les administrations seigneuriales et même les communautés paysannes commencent à édicter des mesures pour protéger les bois. On limite on interdit les défrichements, on met en défend certains secteurs de la forêt, c'est-à-dire qu'on interdit d'y introduire des bestiaux ou d'y couper les arbres pour que la forêt se régénère. On interdit la coupe de certaines espèces. On tente également d'interdire l'usage des scies, qui favorise les coupes illicites. La scie, c'est l'instrument du braconnier parce que ça fait moins de bruit que la hache. Ça permet d'aller vite. C'est la tronçonneuse du Moyen-Âge. La scie, c'est un instrument de menuisier, mais qu'on commence à utiliser pour la coupe des bois au XIIe, XIIIe siècle. Et très vite, on se rend compte que, entre de mauvaises mains, ça fait des dégâts. Donc, certains seigneurs interdisent l'usage des scies dans leur forêt. Et puis, les administrations royales s'y mettent. Le premier pays, c'est l'Angleterre, qui dès le XIIe siècle édicte une réglementation de la forêt qui protège les bois et les gibiers de façon draconienne, avec des peines de mort pour les contrevenants. C'est cette législation extrêmement dure de la forêt anglaise et est à l'origine, par exemple, des histoires de Robin des Bois. Qui apparaissent dès le XVe siècle. Robin des Bois protège les braconniers. En France, ça vient un peu plus tard, surtout au XIVe siècle. En 1346, le roi François-Philippe VI promulgue, après une enquête, l'ordonnance de Brunoy qui concerne toutes les forêts du domaine royal. Et en 1376, l'ordonnance de Melun du roi Charles V fait figure de premier code forestier. Elle inaugure un mode de gestion plus rationnel et on pourrait dire durable de la forêt, qui sera repris ensuite par les législations de l'époque moderne et a inspiré finalement, on est la base finalement de la gestion durable de la forêt telle qu'elle peut être pratiquée depuis le 19e par l'ONF. Ça trouve ses racines là dans ces codes forestiers du XIVe siècle. On met en place, le roi Charles V met en place une véritable administration des eaux et forêts. Ça et là, même par exemple dans le duché de Bourgogne, on prend les premières mesures de reboisement. Alors d'autres ordonnances royales s'attaquent à la surpêche à partir de 1293. On a des ordonnances qui constatent finalement la dépopulation des rivières et qui statuent, ça nous rappelle des choses, sur la taille minimum des prises, sur la largeur des mailles des filets. On réglemente tout ça. Il faut rejeter à l'eau les poissons qui sont trop petits. Il ne faut pas des mailles de filet qui soient trop serrées. Alors, on doute de l'efficacité de cette législation parce qu'il y a bien des mesureurs de filets, mais enfin ils sont très peu nombreux. Mais enfin, l'intention y est. Les législations aussi seigneuriales et royales tente, à partir du XIVe siècle, de protéger le gibier, au moins le gros gibier. Et comment ? En limitant le droit de chasse des populations paysannes pour le réserver de plus en plus aux nobles. La chasse devient de plus en plus un privilège noble, mais seulement à la fin du Moyen-Âge. Les seigneurs eux-mêmes constituent des réserves de chasse, des parcs ou des breuils où le gibier peut se reconstituer. Voilà, donc on a des mesures de protection de l'environnement. Alors attention, d'ailleurs ces mesures de protection de l'environnement, nulle préoccupation écologique ou d'intérêt pour la biodiversité ou encore même de motivation religieuse. C'est un utilitarisme bien compris. On a besoin de ces ressources, il faut les protéger. Voilà. Alors
Voilà, donc, livre de chasse de Gaston Phébus, fin XIVe siècle. La chasse à court dans les taillis et la chasse à court dans les futaies. La distinction entre taillis et futaies, les taillis qui fournissent le bois de feu, et les futaies qui fournissent le bois de construction, le bois d'œuvre, c'est la base des codes forestiers du XIVe siècle, avec la réglementation des coupes claires, coupes sombres. Voilà, alors, même si finalement, au bout du compte, leurs moyens techniques étaient limités, les sociétés anciennes n'ont pas pu se déployer sans une transformation profonde de l'environnement, au fond. Voilà. Il n'y a pas de société, peut-être les sociétés de chasseurs-cueilleurs, et encore on pourrait en discuter, mais aucune société ancienne n'a vécu en harmonie avec la nature. Par harmonie, on veut dire neutralité, en fait. De façon paradoxale, la médiocrité, par exemple, des rendements agricoles au Moyen-Âge, faisait que pour nourrir plus de monde, il n'y avait pas d'autre solution que d'étendre les surfaces cultivables aux dépens des espaces naturels. Il fallait choisir les bois ou les champs de blé. Seules les sociétés à haut niveau technologique, comme la nôtre, peuvent se permettre à la fois d'accroître la production agricole. Alors on peut discuter du productivisme, mais accroître la production agricole tout en réduisant les surfaces cultivées. C'est bien ce qui se passe aujourd'hui, où on parvient à accroître la production agricole tout en laissant la forêt s'étendre, ce qui aurait semblé totalement impossible avant le XIXe siècle. À l'époque, il fallait choisir. Alors, au Moyen-Âge, on considère que l'homme a le droit et le devoir de transformer la nature. C'est à la fois une nécessité et c'est aussi, en quelque sorte, pratiquement un devoir religieux. D'un autre côté, on ressent la nécessité de ménager les ressources naturelles, et ce, à tout niveau de la société. Du paysan au roi, on comprend qu'il faut protéger les bois, par exemple. Alors ces conclusions finalement assez mesurées d'un Moyen-Âge qui n'est pas écologique, qui transforme la nature parce qu'il a besoin de le faire, parce que les gens ont besoin de manger, mais qui comprend quand même qu'on ne peut pas être trop loin. Finalement, ces conclusions, elles valent pour toutes les grandes civilisations agraires qui sont nées de la révolution néolithique. Et de mon point de vue, la thèse de Lynn White sur le christianisme médiéval, qui serait à l'origine de la crise écologique actuelle, a un défaut, c'est qu'elle pose finalement une spécificité destructrice de la civilisation occidentale. Au fond, la civilisation occidentale serait destructrice de la nature, alors que les autres ne le seraient pas. Ça reste pas à l'analyse comparative. Alors certes, à l'époque de Lynn White, au fond, l'histoire de l'environnement n'en était qu'à ses balbutiements et elle concernait guère que l'Europe et les États-Unis. Aujourd'hui, on a une vue un peu plus large. On sait par exemple qu'ailleurs dans le monde, là où ne se sont pas imposées les grandes religions monothéistes, où on a des spiritualités qui nous semblent plus douces, eh bien les choses ne se sont pas passées différemment qu'en Europe. L'histoire de l'environnement chinois commence à être bien connue, un certain nombre d'ouvrages de chercheurs chinois, mais aussi, on a la synthèse en anglais malheureusement de Mark Alvin, La retraite des éléphants, donc un livre sur l'histoire de l'environnement en Chine qui a déjà quelques années, qui s'appelle la retraite des éléphants, parce qu'il montre que dans l'Antiquité, quand la Chine était un pays encore très boisé, il y avait des éléphants
un peu dans toute la Chine, au moins dans la Chine du Sud, et qu'au fur et à mesure que les Chinois ont défriché les terres, les éléphants, ils ont reculé pour se replier en Birmanie, au Laos et tout ça, et à disparaître de Chine finalement. Donc là, l'histoire de l'environnement chinois est émaillée de phases de défrichement et de déboisement plus radicales encore qu'en Europe, entrecoupées de périodes d'effondrement de la population qui voient la nature reprendre ses droits. C'est ça l'histoire de l'environnement en Chine. Des périodes de forte croissance de la population où on défriche, on déboise, les sages se désolent. Et puis tout à coup, il y a des grandes révoltes, il y a des épidémies, les fleuves sortent de leur lit, c'est la catastrophe, il y a des millions de morts, et la nature reprend ses droits en quelque sorte. Même un symbole comme l'Amazonie perd son statut finalement de forêt inviolée, d'espace de forêt primaire où vivaient quelques populations de chasseurs-cueilleurs vivant en harmonie complète avec la nature. C'est ce qu'on a longtemps cru, parce que c'est l'image que les premiers découvreurs européens nous ont donnée de l'Amazonie. Bien, on sait aujourd'hui que c'est faux. L'Amazonie ancienne, aujourd'hui, elle est révélée par les travaux des archéologues. Je pense qu'il y a un ouvrage qui fait la synthèse un petit peu de Stéphane Rostin et puis d'autres. Donc, et que montrent ces travaux depuis une vingtaine d'années, bien que l'Amazonie a été un milieu intensément aménagé et transformé par les populations amérindienne. La forêt amazonienne est même pour une création finalement des Amérindiens, qui étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. Donc avant le XVIe siècle, il y avait des milliers de villages d'agriculteurs qui pratiquaient une agroforesterie assez savante et qui avait conduit petit à petit à la sélection d'arbres, etc. Et qui a conduit ces populations à véritablement créer, au fond, transformer la forêt amazonienne. Et puis le choc microbien a eu lieu, les premiers contacts avec les Européens sur la côte a diffusé finalement des maladies contre lesquelles ces populations étaient totalement impuissantes, comme la variole. On sait que la population amérindienne s'effondre de 90% au cours du XVIe siècle. Et quand les Européens s'enfoncent dans la forêt, eh bien, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient quelques misérables populations. Ce sont les restes de ces populations qui, beaucoup moins nombreuses, ont quitté leur village, sont revenus à un mode de chasseurs-cueilleurs, et on les a complètement perdus dans une forêt qui n'a pas changé depuis la création. Voilà, c'est l'image qu'on a de l'Amazonie, mais on sait maintenant que c'est une idée fausse. Là comme ailleurs, les hommes, parce qu'il fallait bien manger, ont transformé la nature. Voilà. Alors, notre société, au fond, pour mettre en perspective, notre société technicienne et scientifique des 19e, 20e et 21e siècle, au fond, elle est dans cette continuité-là. La grande différence, c'est que finalement, à partir du 19e siècle, on a crevé le plafond malthusien. Ce qui fait que il y a eu toujours plus d'humains avec des moyens techniques toujours plus importants, et que évidemment la transformation de la nature, elle a été poussée à un niveau que les sociétés anciennes ne pouvaient pas connaître, puisqu'on a vu qu'à partir d'un certain seuil, finalement la loi de Malthus était à l'œuvre, et que même s'il y avait dégradation de la nature, finalement les choses revenaient à leur place avec quelques famines, quelques épidémies. Depuis le 19e siècle, ça n'est plus le cas. Finalement, la science, la médecine, la révolution agricole, a mis fin à cette malédiction, mais a permis aux populations humaines de se développer toujours plus avec des moyens techniques toujours plus importants, et donc évidemment la destruction de la nature a été menée plus loin que n'avait été dans les sociétés anciennes. Mais on peut penser que cette destruction de la nature par la société scientifique et industrielle, paradoxalement, elle a sans doute pas été proportionnelle
à l'augmentation de la population et des moyens techniques. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une prise de conscience qui se fait, alors qui est lente, qui est longue, hein, mais qui fait que finalement on essaye de trouver des solutions alternatives, hein, pour réduire finalement cet impact. Hein. Alors, qui gagnera la course? Est-ce que cette montée en sagesse, hein, au fond, elle sera assez rapide, hein, ou est-ce que elle ne le sera pas? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Hein. Donc, du côté négatif, on est toujours plus nombreux. Hein, même si la population mondiale devrait plafonner au milieu du XXIe siècle, et on a des moyens de destruction de plus en plus importants. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement aux gens du Moyen-Âge, on a une meilleure compréhension des phénomènes naturels, on a peut-être des solutions alternatives aussi plus efficaces. Hein. Voilà, et peut-être que finalement, il faut espérer, hein, que pour nous ramener à la raison, il n'y aura pas besoin de grandes catastrophes, épidémies ou famines, hein, comme ça a été le cas dans les sociétés anciennes. Hein. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, merci Fabrice Mouton pour cette présentation très détaillée et complète qui dresse le panorama donc, de la construction des paysages qui se sont amorcés donc, au néolithique, comme vous nous l'apprenez, qui se sont poursuivis au Moyen-Âge sous l'égide des croyances populaires et du christianisme. Mais aussi, vous avez montré de quelle façon les sociétés ont pu s'adapter ou non aux catastrophes naturelles, aux changements environnementaux, comme le petit âge glaciaire à la charnière du XVIIe et XVIIIe siècle, ou encore comment ils ont mis en place des stratégies pour permettre de gérer ces ressources qui se sont amenuisées au cours du temps, à cause des déforestations notamment. Merci. Donc, avant de passer aux questions du public, peut-être que j'en aurais une à vous adresser d'abord. J'aurais voulu savoir, par exemple, pour pallier justement aux problèmes liés à la déforestation, à l'étendue systématique des cultures, est-ce qu'il y a eu des agronomes ou les paysans eux-mêmes peut-être qui auraient mis en place des systèmes pour accroître les rendements, peut-être par la sélection, par une polyculture, peut-être une culture qu'aujourd'hui on qualifierait d'agroécologique ou quelque chose de ce genre-là? Oui, alors peut-être que je pas le micro. Oui, effectivement, c'est moins d'ailleurs les agronomes, parce que les agronomes du Moyen-Âge tendent un petit peu à répéter ce que disent les agronomes de l'Antiquité, ils n'inventent pas grand-chose. Hein. Mais les paysans, par exemple, trouvent des solutions, celles dans le nord de la France et dans les Flandres, dans la Belgique actuelle. Hein. Les paysans parviennent à remplacer ce qu'on appelle la jachère. Vous savez, au Moyen-Âge, comme on manque cruellement d'engrais, donc la solution c'est de travailler une parcelle de terre, enfin de la l'ensemencer que une année sur deux, c'est ce qu'on appelle la rotation biennale, ou une année sur trois, ou 2 années sur 3, c'est la rotation triennale. Dans le triennal, la première année on va semer du froment du blé au mois de septembre, qu'on va récolter en juillet. Hein. La deuxième année on va labourer à l'automne, mais on ne sème rien à l'automne. On va semer du blé de printemps ou des fèves au mois de mars, qu'on va récolter en juillet. Et puis la troisième année, on labourera la terre, mais on ne sèmera rien. Hein, voilà, c'est ça. Eh bien, les paysans de l'Artois ou de la Flandre arrivent à remplacer cette année qui ne rapporte rien, hein, en y faisant des cultures, soit des cultures fourragères pour nourrir
le bétail à l'étable qui est très mal nourri à l'époque, soit des cultures légumineuses comme les fèves, comme les pois, etc. Et ils arrivent à justement accroître les rendements de cette façon-là. En Toscane, on met au point ce qu'on appelle la cultura promiscua, c'est-à-dire que sur une même parcelle, on va planter des oliviers, par exemple, ou des châtaigniers. On va suspendre des plants de vigne à ces arbres. Et puis, entre les rangs, on va planter des céréales ou des légumes. Hein, on va faire de la culture très intensive, hein, voilà, mais qui rappelle un petit peu finalement qui annonce peut-être un peu la permaculture actuelle. Voilà. Donc il y a des solutions, il y a des innovations, il y a des gens mais ça se diffuse mal et ça se généralise pas. Hein, voilà le problème au fond. Hein, voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Merci. En plus, je vous prie de m'excuser, je suis arrivé en retard, je m'étais trompé sur l'heure du début de la conférence. Mais il me semble que, exactement dans le sens que vous venez de dire, j'avais entendu parler de ce qu'on appelait une révolution agricole moyenâgeuse qui consistait dans le transport en lourd, c'est-à-dire l'invention de l'association culture-élevage, de façon à pouvoir, avec le fumier, maintenir la fertilité et raccourcir les assolements. Oui, alors ça, voilà, mais alors ça c'est finalement la base de ce qu'on appellera la révolution agricole hollandaise et anglaise au XVIIe siècle, hein, mais qui naît dès le Moyen Âge, mais dans des régions très limitées finalement, hein, l'Artois, la Flandre, la région de Bruxelles, hein, voilà, mais pas plus loin. Il faudra attendre plusieurs siècles pour que ça se généralise. Bonsoir. Merci pour cette conférence. La culture sur brûlis, est-ce que quelqu'un s'est intéressé pour l'interdire au bout d'un moment, parce que c'est quand même une culture vachement gourmande en CO2. Enfin, voilà. Et sinon, on a l'impression que l'Amazonie, à cette époque-là, aux époques que vous décrivez, c'est intouchable, quoi, vu de nos yeux d'Européens. Et d'autre part, on a l'impression d'être un fétu de paille dans l'Amérique entière, par rapport à l'Amérique entière, au niveau du bois, justement. Pareil pour l'Afrique, aux époques que vous décrivez. Alors, pour la première question, effectivement, la culture sur brûlis, alors ce qu'on appelle l'essartage au Moyen-Âge est très pratiqué, c'est-à-dire dans les régions peu peuplées où il y a de vastes étendues forestières, eh bien, il est d'usage que les familles paysannes pratiquent des cultures temporaires dans la forêt, c'est-à-dire on va dans la forêt, on crée une clairière en abattant des arbres, et puis on met le feu à ces arbres, et sur la cendre, on va semer des céréales, on va obtenir 1, 2, 3, 4 bonnes récoltes, et puis ensuite on va abandonner cette clairière pour aller en faire une autre ailleurs finalement. Alors ça, c'est des pratiques qui sont très fréquentes au Moyen-Âge, mais à partir du Moyen-Âge central, effectivement, ça se réduit. Ça disparaît pas, ça reste important dans les régions de marche, les régions de montagne, par exemple, ou les régions comme les Ardennes, ou la Scandinavie, on continue beaucoup ces pratiques-là. Mais dans l'Europe, on va dire des plaines peuplées, effectivement, ça disparaît, hein, au profit des cultures permanentes sur jachère. Hein. Alors sur l'Amazonie, moi je suis pas du tout un spécialiste de l'Amazonie. Là, je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans ces ouvrages. Hein. Non, effectivement, il semble que au XIIIe siècle, par exemple, ces gens-là, une bonne partie de l'Amazonie soit très peuplée, hein, qu'il y ait eu beaucoup de villages d'agriculteurs, hein, que ce soit vraiment l'idée d'une sorte de désert humain. Ça a été causé par le choc microbien du XVIe siècle, finalement. Voilà. Alors, notre bon William Rudiman a même son hypothèse là-dessus. Il pense que le petit âge glaciaire a été
accentuée par l'effondrement des populations américaines au XVIe et XVIIe siècle, parce que toutes ces populations finalement qui auparavant défrichaient, écobuaient aussi, mettaient le feu aux forêts, etc., ont en grande partie disparu, que les forêts ont repris leurs droits, hein, et que finalement il y a moins de CO2 qui a été éjecté dans l'atmosphère, que tous ces nouveaux arbres ont pigé du CO2 et que ça aboutit à faire baisser les températures. Autant pour Rudiman, les grands défrichements du Moyen-Âge accentuent finalement la période chaude du petit optimum médiéval, hein, parce que on défriche, on brûle, donc on envoie du CO2 dans l'atmosphère. Autant finalement la découverte de l'Amérique et l'effondrement des populations américaines a l'effet inverse. Hein, voilà. Alors ça reste toujours, ce sont des hypothèses qui sont très discutées à l'heure actuelle, mais voilà, mais ça montre l'impact finalement de l'histoire des hommes sur la planète, et ça depuis longtemps finalement. Je voudrais vous poser une question. C'est tout à fait passionnant ce que vous nous avez expliqué. C'est vrai que c'est ce qui est de plus en plus dit. Mais à la période que nous vivons, est-ce que ça n'a pas un effet, comment je dirais, qui permet de calmer les craintes et finalement de dire c'est pas si grave, ce que nous observons, le réchauffement, etc., c'est pas dû à l'action de l'homme, c'est dû à des mouvements climatiques que nous ne gérons pas bien, mais ce n'est pas dû à l'action de l'homme. Est-ce que ça ne contribue pas, même si c'est, je n'en doute pas, vrai d'après vos recherches, à finalement nous exonérer d'un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de la nature ? Alors, les hypothèses Rudiman, elles vont plutôt à l'effet inverse. Elles montrent plutôt que l'homme a eu un impact finalement depuis très longtemps, au fond. Même si d'autres phénomènes purement naturels ont joué. Hein. Oui, on pourrait penser de se dire, finalement, on est dans la continuité l'homme a toujours transformé la nature. Au fond, on continue. C'est pas si grave. Alors, ça l'est parce que, comme je l'ai expliqué, finalement, depuis le 19e siècle, on a mis fin, en quelque sorte, à la malédiction malthusienne, à l'effondrement de la périodique des populations, et puis la révolution scientifique et technologique nous a donné des moyens que nos ancêtres n'avaient pas. Donc si c'est vrai que... par contre, ce qu'on peut dire, c'est que si eux n'ont pas dégradé la nature au niveau où nous on l'a fait, c'est pas parce qu'ils avaient une conscience écologique, c'est parce qu'ils avaient pas les moyens, ils étaient moins nombreux. Voilà. Alors ça nous exonère pas du tout de notre responsabilité actuelle. Hein, voilà. Mais ça veut simplement dire que si on est dans cette situation-là, c'est pas forcément que la société technicienne est plus méchante que les autres. Hein. Ça veut dire qu'elle a plus de responsabilités, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Dans votre exposé, vous avez fait une grande place aux fluctuations de population. Et pourtant, il me semble avoir lu qu'à l'échelle globale, la population du monde entre l'optimum de l'Empire romain et l'an 1000 était raisonnablement stable. Mais ça n'empêche pas, évidemment, qu'il y ait eu des fluctuations entre-temps, et ça n'empêche pas qu'il y ait eu des fluctuations locales qui se seraient compensées. Donc, est-ce que vous avez une idée de fluctuation? Est-ce qu'il y a eu des fluctuations globales entre le 1er siècle, disons, et le 13e? Parce qu'après, au 14e, on sait il me semble que la grande peste là, se répand sur une bonne partie de l'ancien monde, donc là, ça se voit. Mais avant 1340, est-ce qu'on connaît des grandes fluctuations globales? Alors, à ma connaissance, il y a une autre période de chute drastique de la population. C'est l'époque qui correspond chez nous à la fin de l'Empire romain, mais qui est aussi, par exemple, en Chine, une période de troubles extrêmement importants. C'est la fin de la dynastie des Han. Hein. Voilà, c'est l'époque de morcellement de la Chine. Il y a aussi, c'est une époque où il y a des grandes famines, des grandes inondations, etc. Donc, on est aussi à une période de baisse oui, voilà. Oui, ça entre le 4e et le 6e siècle, quoi, en gros.
Voilà. Alors, il y a toujours le poids finalement de ces grandes régions du monde. Hein. La Chine, par exemple, a un poids démographique. Donc c'est sûr que quand la population chinoise s'effondre à toutes les époques, ça fait un trou. Hein. Voilà, il y a comme ça des grandes masses de population, l'Inde, la Chine, l'Europe et le monde méditerranéen. Hein. Voilà. Donc il y a des fluctuations. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a quand même une tendance, on va dire depuis le néolithique, au-delà de ces fluctuations, à une augmentation quand même de la population mondiale, ce qui montre bien qu'il y a des fluctuations, il y a ces grands effondrements, mais on ne retombe jamais au niveau d'où on était parti au fond. Hein. Voilà, et au fond, sur la longue durée, il y a une augmentation de la population, alors qui est lente. En fait, tant qu'on est sous l'ancien régime démographique, finalement, on a des taux de natalité qui sont élevés, mais on a des taux de mortalité qui sont très forts. Donc, le solde, il est, s'il est positif, il est un peu positif, donc ce qui fait que la population augmente, mais elle augmente assez faiblement, et puis il y a ces effondrements liés à des épidémies, à des famines, etc. Puis la croissance de la population reprend. Les explosions de population, au fond, il n'y en a pas avant le 19e siècle. Parce que voilà, c'est le 19e siècle qui enclenche en Europe la transition démographique, avec, dans un premier temps, maintien de la natalité pour des raisons culturelles et religieuses, mais baisse de la mortalité. Qui fait que la population de l'Europe explose au 19e, et puis au 20e siècle, c'est la population du reste du monde en fait qui explose. Mais avant ça, avant l'époque des grandes vaccinations, avant l'époque, etc., finalement, il y a croissance de la population, mais elle ne peut être que lente. Hein, au fond, lente et troublée par des effondrements. Mais il semble quand même que sur le long terme, il y a une montée, sans doute parce que depuis le néolithique jusqu'au Moyen-Âge, tout ça, il y a les moyens techniques quand même augmentent, on défriche mieux, on cultive mieux, voilà, donc tout ça fait que de millénaire en millénaire, la population humaine augmente finalement. Oui, je reprends justement une des phrases que vous venez de prononcer. Vous dites on défriche mieux aujourd'hui. Je ne suis pas assez qualifié pour savoir cela, mais quand même, quand vous parlez des populations très nombreuses dans l'Amazonie du Moyen-Âge, est-ce qu'il n'était quand même pas plus intelligent, entre guillemets, que notre époque, où on déforeste aveuglément? Je ne suis pas persuadé, je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée que la déforestation d'aujourd'hui est plus intelligente que celle qui avait cours dans les siècles passés. Mais voilà, vous allez me dire. D'autant que pour ce qui est de l'Amazonie, d'après ce que j'ai compris aux travaux qui ont été faits, il ne s'agit pas de déforestation en Amazonie, puisqu'il s'agit d'une agro-sylviculture, en fait. On cultive les arbres. Donc on les abat pas, on sélectionne certaines espèces d'arbres par rapport à d'autres. Dans le cas amazonien, il semble qu'il y ait eu une civilisation agraire, mais qui ne repose pas sur le défrichement, en fait, qui repose sur la sylviculture. Dans le cas du Moyen-Âge, dans le cas du Moyen-Âge, je ne suis pas sûr qu'on défriche plus intelligemment qu'on le fait aujourd'hui, parce que on défriche tant qu'on peut défricher, finalement. Et on est bien obligé. Si on a gardé les forêts, c'est parce que on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas aller plus loin. Enfin, on s'est rendu compte que la France du Moyen-Âge central, elle est sans doute moins boisée que la France actuelle. En fait, donc même avec des moyens plus limités, ils avaient été quand même assez loin. Hein. On sait que le taux de boisement dans l'Angleterre des années 1300, c'est moins de 10%. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne constate pas effectivement pour le Moyen Âge. Alors même si, comme j'ai expliqué, il y a polémique, on ne constate pas nettement une crise écologique.
Hein, voilà. Il y a des historiens qui ont posé le diagnostic, qui ont dit voilà, l'Europe des années 1300, les rendements agricoles baissent, les sols sont épuisés, etc. Il y a une crise écologique. Hein, on a été trop loin, etc. Les travaux actuels sont pas aussi nets. Hein, voilà, on n'est pas sûr qu'ils aient été trop loin. Hein. Alors le problème, c'est comme il y a eu finalement l'effondrement lié aux pestes et tout ça, on ne sait pas ce qui se serait passé si la population du Moyen-Âge avait continué à augmenter après 1300. Est-ce qu'on aurait été vraiment vers une crise écologique? Alors, on sait qu'il y a, ça c'est un autre débat, il y a tout le débat sur l'époque moderne, sur le XVIIIe siècle, par exemple, hein, et la révolution industrielle anglaise. Hein, une des grandes hypothèses, c'est de dire, au fond, les Anglais développent la fonte aux coques, etc., le charbon de terre, parce qu'il n'y a plus de bois. Parce que là, au XVIIIe siècle, en Angleterre, on est dans une situation de crise écologique. Hein, et que, au fond, comme l'ont dit certains historiens, la machine à vapeur a sauvé ce qui restait des forêts européennes. Hein, et qu'au contraire, le 19e reboise. Hein, le minimum des forêts européennes, c'est fin 18e, début 19e. Hein, le 19e reboise. Il y a qu'à voir des photos, si vous regardez des photos anciennes de seconde moitié du 19e siècle, des montagnes de Haute-Provence, par exemple, elles sont complètement déboisées. En fait, hein, alors qu'aujourd'hui il y a de la forêt partout, même si ça brûle, hein, mais il y a de la forêt partout. Hein, donc fin 18e, début 19e, là il y a un constat. Alors qu'on peut relativiser, mais il y a un constat des autorités, des populations, tout ça, de dire attention, les bois sont extrêmement dégradés. Voilà. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on crée l'ONF, qu'on dote l'ONF de moyens parfois coercitifs vis-à-vis des populations locales. Ça, il y a un sentiment d'urgence hein, à cette époque-là. Au Moyen-Âge, alors évidemment, les sources manquent. Bon, là, il y a un débat finalement. Hein, mais savoir s'ils étaient plus intelligents que nous. Personnellement, j'ai un peu tendance que nous, c'est eux et nous, enfin voilà, ils sont comme nous et on est comme eux, quoi. Hein, voilà, on est les mêmes au fond, hein, avec alors avec des moyens différents, enfin, voilà, mais les motivations profondes sont les mêmes. Une question qui nous vient d'Internet. Soustraire la Terre à la rentabilité économique peut-il aider à changer notre rapport à la nature? Alors ça, moi, je suis historien, hein, donc c'est un problème autre. Je pense que peut-être plus que de problème de rentabilité économique, il faudrait parler de rentabilité à court terme. Hein. Je pense que c'est l'idée de réfléchir sur la longue durée, hein, qui est intelligente. La rentabilité en soi, c'est un mot. Le paysan du Moyen-Âge qui détruit un bois pour faire un champ de blé pour nourrir sa famille, il raisonne en termes de rentabilité. Hein. Enfin, voilà, c'est une forme de rentabilité finalement. Je crois que ce qui pose problème, c'est la rentabilité à court terme, quoi. C'est-à-dire de raisonner à un horizon borné. Hein, voilà. Donc, il faut peut-être introduire davantage de long terme, au fond, hein, dans la façon dont on raisonne. Alors, peut-être que là, oui, hein, les populations du passé, finalement, ont pu, à certains moments, raisonner davantage à long terme. Bon, c'est une vaste question, finalement.
Peut-être j'aurais une remarque. Au niveau de la rentabilité, peut-être qu'aujourd'hui on raisonne plus en termes de rentabilité financière que rentabilité vivrière, justement, au niveau des cultures et de l'agriculture en général. Donc c'est peut-être ça aussi. Oui, on se rend compte d'ailleurs que parfois une agriculture plus respectueuse de l'environnement peut donner des rendements aussi élevés qu'une agriculture très industrielle. Ouais, et plus pérenne aussi. Ouais. Oui. En fait, voilà, c'est pour ça que peut-être plus que l'idée de rentabilité, c'est peut-être l'idée de durabilité qui est la clé du problème, quoi. Dans le défrichement de l'époque de croissance démographique du Moyen-Âge, est-ce que on parle souvent des bosquets. Est-ce que c'était une politique répandue quand on défrichait de laisser quand même volontairement des bosquets, ou bien est-ce que c'est le hasard? Est-ce qu'on a des traces de la quantité de bosquets qu'on laissait? On dirait aujourd'hui, bien sûr, pour avoir la biodiversité, mais est-ce qu'on a des traces de cela dans les... Oui, alors on sait qu'à partir du XIIe siècle, on commence à limiter les défrichements, c'est-à-dire à sauvegarder des espaces boisés parce qu'on en a besoin. Alors il y a les haies aussi qui jouent un rôle très important, non seulement pour délimiter les parcelles, mais aussi pour fournir du petit bois, pour fournir. Voilà, on a par exemple le bocage, est quelque chose qui se développe à la fin du Moyen Âge. C'est aussi un moyen de conserver des espaces boisés. Finalement au milieu d'espaces agricoles. Donc oui, c'est une volonté délibérée. Enfin, il y a un moment tant que la population n'est pas très importante, et que la forêt semble inépuisable, on se dit il faut défricher. Puis il y a un moment relativement vite où les gens sont pas idiots et ils comprennent que le bois, s'il n'y a plus de bois, il n'y a plus de matière première, il y a plus de combustible pour faire cuire les aliments, etc. Donc oui, il y a une volonté de préserver les bois. Ouais. On sait très bien, que dans la volonté de reforestation qui s'est fait jour au XIXe siècle, une des causes, c'était la prise de conscience, entre autres, que la déforestation avait entraîné non pas des catastrophes, mais quand même des événements très graves, énormément d'inondations. Et un lien a été fait à cette époque entre la déforestation et donc la multiplication des inondations graves avec quand même des gros dégâts. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on a fait ce lien? Est-ce que ce lien a été fait aussi ou pas? Est-ce qu'on retrouve quelque chose ou non au Moyen-Âge? Oui, il est fait. On a des témoignages effectivement qu'il y a des catastrophes comme ça, des crues torrentielles, et où finalement on a des mémoires qui sont écrits et les gens disent c'est parce qu'on a abattu les bois qui étaient au-dessus du village, ou parce qu'on a aussi mis trop de bétail dans les pâturages, ou etc. Enfin, dans les régions de montagne, il y a cette prise de conscience là. Alors très paradoxalement, c'est quelque chose qui ne faisait pas débat. Il y a eu des historiens qui ont travaillé sur ces questions-là depuis les années 1920 jusqu'aux années 50-60, et la question semblait entendue, effectivement. Trop de défrichement, trop de déboisement, trop de surpâturage avait entraîné ce qu'on appelle l'ère torrentielle. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à partir de la fin du XIVe siècle, effectivement, on a une multiplication des crues torrentielles, des inondations, une accélération de l'érosion, etc. Et les historiens qui travaillaient là-dessus et qui lisaient ces témoignages disaient voilà, là on a bien, en quelque sorte, une crise écologique. Et puis les environnementologues actuels relativisent. Ils disent oui, mais attention, on entre justement dans ce pluitage glaciaire, on entre dans une période où les pluies sont plus abondantes, plus violentes, et c'est donc une partie de cette ère
torrentielle de cette époque de plusieurs siècles, entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, où on constate effectivement des inondations, des crues, de l'érosion très importante, une partie probablement d'origine naturelle. Ah, donc, paradoxalement, les travaux plus récents relativisent un petit peu cette thèse de les populations anciennes, au fond, ont trop défriché, trop surpâturé, et il en est résulté des catastrophes. Hein. On pense que c'est pas aussi net que ça. Hein. C'était la grande raison. Au XIXe siècle, on était convaincus de ça. Hein. D'ailleurs, dans les Alpes, par exemple, aussi dans l'Asie centrale, dans les Pyrénées, si on a donné à l'ONF les moyens de contraindre les communes finalement à reboiser, voire si on a parfois exproprié les communes dans certains endroits, si on a supprimé les anciens droits d'usage paysans sur l'écobuage, les sertages, sur le fait de faire paître des troupeaux dans les bois, etc. C'était avec l'idée que les populations locales anciennes ne savaient pas gérer leur territoire, qu'elles le surexploitaient et que ça engendrait des catastrophes, hein, et qu'il fallait qu'au fond l'État prenne les choses en main. Aujourd'hui, justement, on est beaucoup revenu sur ces idées-là, hein, de voir que oui, les populations anciennes n'étaient pas toujours vertueuses, mais elles avaient quand même une certaine conscience des limites de leur environnement. D'un autre côté, il fallait bien nourrir les gens, il fallait bien nourrir le bétail, et puis il y a des périodes naturelles, hein, qui sont davantage pluvieuses, etc., et qui entraînent ce type de catastrophe. Donc aujourd'hui, on est assez nuancé sur ces questions-là, quoi, en fait. Oui, j'allais justement poser la question par rapport à votre réponse là. C'était pour dire, est-ce qu'on est revenu en arrière ou pas? Et j'en ai une autre question. L'île de Pâques est un formidable terrain de jeu pour les spécialistes, avec le défrichement, enfin la mauvaise gestion l'hypothèse de la chute de l'île de Pâques, avec le déboisement intensif. Oui, alors là encore, je ne suis pas du tout spécialiste, mais les choses que je lis a priori, l'île de Pâques était un très bon modèle finalement d'où peut conduire une surexploitation de l'environnement. Et puis là encore, visiblement, ces dernières années, il y a débat, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui continuent à dire, ce sont les populations qui se sont multipliées, et puis une société qui conduisait à ériger ces fameuses grandes statues, etc. Donc, ce sont la société humaine de l'île de Pâques, au fond, qui a conduit à une déforestation totale de l'île. Et puis, il y a ceux qui disent non, au fond, on se rend compte qu'il y a eu un certain nombre de sécheresses à un moment donné qui ont considérablement fragilisé la couverture forestière de l'île. Donc, il faut faire la part des phénomènes naturels. Donc, le modèle, en quelque sorte, que constituait l'île de Pâques, aujourd'hui, il est discuté. Ah, c'est toujours... D'accord. Et sinon, que penser de la chute du temple d'Angkor au XVe siècle, alors, par rapport à tout ce que vous nous avez dit? Alors là, pareil, là, vous me posez des questions sur des périodes et sur des régions que je connais très bien, où je n'ai lu que des choses très, très... Mais il me semble que encore là aussi, il y a la théorie d'une surexploitation du milieu, au fond, et puis il y a la théorie des invasions de taille, hein, c'est-à-dire d'un royaume très centralisé qui est victime d'invasion extérieure et qui s'effondre, quoi. Voilà, il y a la thèse
politico-militaire. Il y a aussi, je crois aussi, on mentionne aussi des sécheresses, enfin des choses. Donc, voilà, il y a toujours ce débat entre les causes humaines finalement et les causes naturelles. Hein. L'idée, c'est que depuis le 19e siècle, voilà, c'est les causes humaines qui l'emportent. Hein. Voilà, là, on est évidemment dans une situation où c'est l'homme qui est le principal facteur de changement environnemental et notamment climatique. Avant le 19e, on pense que c'est moins le cas, mais que quand même, hein, voilà, que quand même, voilà, l'homme aussi influe déjà sur l'environnement et même sur le climat. Hein, voilà, pas autant qu'aujourd'hui, mais que bon. En fait, l'idée, c'est qu'on pensait qu'il y avait une différence de nature vraiment entre les sociétés anciennes et la société industrielle et scientifique. Au fond, qu'il y en avait une où les sociétés vivaient à peu près, au fond, grosso modo, en harmonie avec leur environnement, et puis une autre qui le détruit. Aujourd'hui, on serait tenté de dire que c'est plus une question de degré que de nature, au fond. Hein, il y a un petit peu une continuité des sociétés humaines. Bon, simplement, la nôtre, évidemment, fait plus de dégâts. Ouais, parce qu'elle a beaucoup plus de moyens. Hein, voilà. Oui, merci pour cette conférence. La déforestation au Moyen-Âge, elle s'est sûrement accompagnée d'une diminution très importante du gibier. Hein, alors, est-ce qu'on a des données là-dessus? Et puis, est-ce qu'on sait quelle a été la réaction de ceux qui chassaient, des féodaux? Enfin, est-ce qu'il y a... Oui. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors, on a des données. Par exemple, on sait qu'il y a des animaux qui disparaissent ou qui se raréfient. Par exemple, il y a des animaux qui, au Moyen-Âge, disparaissent d'Europe occidentale. Le roc, le bison d'Europe, hein, l'élan qui se réfugie en Scandinavie, mais qui y avait avant dans les forêts d'Europe occidentale. Ces animaux-là ont été trop chassés. On sait qu'il y a des animaux qui se raréfient. Les animaux à fourrure, par exemple, en Europe occidentale, deviennent de plus en plus rares. Le castor, par exemple. Hein. Ce qui fait que les Occidentaux vont chercher les fourrures au bas Moyen-Âge, en Scandinavie ou en Russie. Mais on trouve de moins en moins d'animaux à fourrure en Europe occidentale. Et quand on découvrira le Nouveau Monde, le Canada en particulier sera le paradis parce qu'il y a, en quelque sorte, il n'y a plus d'animaux à fourrure en Europe occidentale. Hein, voilà. Il y a des études aussi qui ont été faites, mais par des scientifiques modernes qui ont conclu à une baisse effectivement de la biodiversité dans les zones intensément défrichées. Ça a été constaté par exemple dans les restes d'oiseaux. J'ai des études qui ont été faites en Angleterre en particulier et on a constaté une diminution du nombre d'espèces qui étaient présentes dans les restes hein, au fur et à mesure des défrichements. Donc oui, hein. Et alors la réaction, alors quand il y a du gibier, les nobles en particulier, parce que la chasse fait partie, c'est comme la guerre, ça fait partie de leur ADN, mais ils réagissent de deux façons différentes. Ils essayent d'interdire la chasse aux autres. Hein, voilà, donc la chasse c'est que pour eux. Hein. Et puis une fois, ils mettent sur pied des politiques de repeuplement. Ils ont des réserves, hein, ce qu'on appelle des breuils. Hein, soit des zones dans leur parc, il y a des zones où on ne touche pas au gibier, hein, pour leur permettre pour permettre au gibier de se reconstituer. Soit il y a carrément on fait de l'élevage, hein, de daims pour les relâcher ensuite. Hein, donc effectivement il y a une prise de conscience et il y a des actions qui sont menées. Ouais.